Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Dominique de Villepin dévoile son programme dans son discours de politique générale devant l'Assemblée. Peu d'envolées lyriques, mais une série de mesures ciblées sur l'emploi, notamment en direction des très petites entreprises. Accueil plutôt positif des députés UMP. La gauche et l'UDF dénoncent de vieilles recettes. Parmi les dispositions les plus commentées, la création d'un nouveau contrat de travail qui inclut une période d'essai de 2 ans. Par ailleurs, les chômeurs de longue durée qui reprennent un travail toucheront une prime de 1 000 €. Le tunnel du Mont Blanc est complètement fermé à la circulation depuis la fin de l'après-midi. Plusieurs centaines de manifestants de la vallée bloquent l'entrée pour protester contre l'afflux des poids lourds. La situation est tendue mais sous contrôle. Un réquisitoire implacable au procès des marchés publics d'Île-de-France. Le procureur dénonce une corruption institutionnalisée et n'épargne pas Jacques Chirac. Il demande 4 ans de prison avec sursis contre Michel Roussin et 1 an ferme contre Michel Giraud. Après 9 ans d'attente, la Grande-Bretagne accepte d'extrader vers la France l'un des responsables présumés de la vague d'attentats de 1995, Rachid Ramda. Il est considéré comme le financier des poseurs de bombes. Enfin, les derniers préparatifs avant la première épreuve du bac, demain matin. La dernière vérification aussi pour dissuader les tricheurs. L'an passé, 182 cas de fraude ont été sanctionnés. C'est le dossier de cette édition. C'était son premier grand discours. Il était attendu depuis 8 jours. Dominique de Villepin a donc exposé son programme aujourd'hui devant les députés. Beaucoup de résolutions et une pointe de trac. Les grands axes d'abord. Jean-Baptiste Prédaly, Édouard Perrin. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Ce moment-là, Dominique de Villepin l'attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ce sont les députés qui l'attendaient ou le guettaient. Bonne chance. Alors peut-être pour frapper fort, le Premier ministre d'emblée a commencé par une formule choc. Avec vous, représentants de la nation, je veux fixer les repères, tracer la voie, remettre la France en marche. Ce n'est pas très gentil pour Jean-Pierre Raffarin, mais ce discours se veut tourner vers l'avenir immédiat. Et le maître mot, c'est bataille pour l'emploi. Toutes les forces de mon gouvernement seront engagées dans cette bataille. Dans quel cadre? Le Premier ministre ne tranche pas. Il permet aux jeunes, dans une démocratie moderne, le débat n'est pas entre le libéral et le social. Il est en vérité entre l'immobilisme et l'action. Je choisis résolument le parti de l'action. On s'en doutait, la gauche n'est pas vraiment convaincue. Elle fait même un peu dans le genre bizutage. Le Premier ministre, lui, revient sur le non au référendum du 29 mai. C'est pour réaffirmer un credo européen. Ce vote, j'en ai la conviction, n'est pas l'expression d'une France contre une autre. L'ensemble de notre pays reste engagé dans le projet européen. Dans ce discours, il est d'abord question d'emploi, d'économie, d'une pause dans les baisses d'impôts. Bref, c'était plutôt sobre, à peine quelques licences poétiques. Nos paysages, nos campagnes, nos villages font notre fierté. L'outre-mer apporte à notre pays l'amitié du proche et le sel du lointain. Près de 50 minutes, fin du grand oral, les députés UMP se lèvent, applaudissent, pas l'UDF. Au banc du gouvernement, Dominique de Villepin reçoit même des marques de sympathie ou de réconfort. Alors, pas de révolution, donc on l'a compris, pas de coup de barre libéral ou social. Dominique de Villepin, on l'a entendu, a mis de côté les discours enflammés qui ont fait sa réputation pour égrener une série de mesures très ciblées en matière d'emploi. Voici donc quels seront les nouveaux dispositifs. Agnès Molinier. Priorité du nouveau Premier ministre, aider les entreprises à embaucher et surtout les plus petites d'entre elles. 1 500 000 d'entre elles n'ont pas de salariés. Près d'1 million à moins de 10 salariés. L'emploi en France passe par elles. Priorité donc aux très petites entreprises. Concrètement, elles pourront utiliser un chèque emploi sur le modèle des chèques emploi-service, faisant à la fois office de contrat de travail et de bulletin de salaire. Un contrat nouvelle embauche sera spécialement créé pour elles. Il sera à durée indéterminée avec une période d'essai de 2 ans au lieu des 3 mois pour les autres CDI. Enfin, les employeurs se verront exonérés de charges s'ils embauchent un 10e salarié et pour les 10 suivants.
Plus largement, promesse a été faite de dispenser les entreprises de charges patronales sur tous les emplois payés au SMIC à l'horizon 2007. Deuxième priorité, les demandeurs d'emploi, avec une première mesure financière pour ceux qui retrouvent une Je activité. propose donc que l'État verse une prime de 1 000 € à toutes les personnes au chômage depuis plus d'1 an et bénéficiant de minima sociaux qui reprendront une activité. Pour les plus jeunes, un crédit d'impôt de 1 000 € s'ils acceptent un travail dans une filière où la main-d'œuvre manque. 57 000 d'entre eux se verront proposer par la NPE une solution adaptée d'ici septembre. Quant aux seniors, l'État donne l'exemple en leur donnant accès au concours. Ils pourront aussi plus facilement cumuler un emploi et leur retraite. En contrepartie de toutes ces mesures, le gouvernement promet plus de fermeté dans le contrôle des chômeurs. Il n'est pas acceptable qu'un demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un accompagnement personnalisé puisse refuser successivement plusieurs offres d'emploi raisonnables. Toutes ces mesures coûteront 4,5 milliards d'euros supplémentaires en 2006. Et le Premier ministre a indiqué que pour les faire passer, il aurait recours aux ordonnances, donc pour éviter un vote du Parlement mesure par mesure. Alors avant ce discours, les députés de son propre camp, l'UMP, ne cachaient pas leur scepticisme. Finalement, la prestation a été plutôt bien accueillie. Forte réserve en revanche à l'UDF et vive critique à gauche. Alexandre Carra, Bruno Vignet. Jusqu'à la dernière minute, isolé dans son bureau de Matignon, Dominique de Villepin a peaufiné son discours de politique générale. Objectif, réussir son grand oral devant des députés UMP peu enthousiastes. Officiellement, il a convaincu. La déclaration de politique générale du Premier ministre a été l'occasion pour les députés UMP d'entendre ce qu'ils souhaitaient entendre. Mais en réalité, dans les rangs de la majorité, beaucoup expriment des réserves à l'image de l'aile libérale de l'UMP. Il y a des résultats à obtenir. Ces résultats ne viendront pas par magie et par un décret de mobilisation. On ne lutte pas contre le chômage comme on lutte contre l'insécurité. Les centristes, eux, n'ont pas voté la confiance. Ce que certains à l'UMP pensent tout bas, l'UDF le dit tout haut. Vous avoir nommé à l'hôtel Matignon, c'était forcément choisir la continuité. Peut-on sortir du système avec ceux qui ont fait le système? Je ne le crois pas. À gauche, on critique le discours et la méthode. Le patron du PS lance même un avertissement au gouvernement. Si vous décidez par ordonnance de toucher au code du travail, c'est un conflit avec le pays que vous prenez la responsabilité d'ouvrir à la rentrée. Les communistes préfèrent ironiser sur des mesures qu'ils jugent trop libérales. La période d'essai de 2 ans, présentée comme un progrès, c'est absolument scandaleux. D'ailleurs, je pense au passage qu'en ce qui le concerne, M. de Villepin ne fera peut-être pas sa période d'essai de 2 ans. Ce soir, les députés ont voté la confiance au nouveau gouvernement, mais à l'Assemblée non plus, il n'y aura pas d'état de grâce pour Dominique de Villepin. Et puis Philippe de Villiers estime que Dominique de Villepin est passé, je cite, à côté du malaise français exprimé par le non au référendum. Jean-Marie Le Pen, lui, voit des mots, encore des mots et quelques mesurettes. Fin de citation. Alors Dominique de Villepin voulait aussi convaincre les Français que les sondages décrivent comme moroses et désabusés. Réaction recueillie dans un salon de coiffure à Paris, auprès de chômeurs près de Marseille ou encore à Blagnac, la ville de l'Airbus, où on avait voté non au référendum. Elles sont rassemblées, ces réactions, par Nathalie Moisan et Jean-François Renaud. Il y a 2 600 000 entreprises en France. 1 500 000 d'entre elles n'ont pas de salariés. Au moins, Près d'1 million. Les petites entreprises chouchoutées par le Premier ministre, l'oreille sur la radio, ce petit patron n'a pas boudé son plaisir. Les mesures annoncées lui semblent bonnes, mais de là à embaucher, impossible selon lui, tant que la promesse de supprimer les charges liées au SMIC n'est pas réalisée. Les charges sont très très lourdes. On ne peut pas embaucher. Moi, actuellement, j'envisage d'embaucher 2 personnes et je réfléchis beaucoup. Du côté des employés, c'est l'annonce d'un contrat de travail avec une période d'essai de 2 ans qui fait parler. Au bout de 2 ans que vous vous donnez à fond et au bout de 2 ans on ne vous prend pas, vous perdez 2 ans et vous recommencez autre part. En tant que jeune, c'est un peu... Je pense que c'est un peu trop long. À l'usine Lustucru d'Arles, fermée depuis 1 an, les anciens ouvriers n'ont pas été convaincus, eux, par le Premier ministre. On se rend compte qu'on a changé les personnes, mais ça va continuer comme avant, quoi. Jusqu'à présent, on a tellement eu de promesses qu'on n'y croit plus.
c'est fini. Des formations pour faire des formations, si je ne trouve pas d'emploi après. Et bon, jusqu'à maintenant, je vois que je suis à la cellule de reclassement depuis plusieurs mois et on ne me trouve rien, quoi. Blagnac en Gironde ne s'enthousiasme pas plus pour le discours du Premier ministre. La ville qui avait massivement voté non à la Constitution européenne se divise entre optimistes et sceptiques. Quelle est la politique que va faire monsieur? Je ne la crois pas. Je ne les crois pas du tout. Et nous verrons si dans 5 jours, il va faire ce que les autres n'ont pas fait, lui non plus ne les fera pas. Il faut y croire. Je pense qu'il faut y croire parce que sinon, si personne n'y croit, si tout le monde commence déjà à mettre des bâtons dans les roues au gouvernement, c'est pas comme ça que ça va marcher. Aujourd'hui le discours, mais demain tous jugeront le Premier ministre sur ses actes. Et on s'arrête un instant sur la mesure qui sera sans doute la plus commentée, ce nouveau contrat de travail qui prévoit donc que le salarié sera à l'essai pendant 2 ans au lieu de 3 mois dans les très petites entreprises ou chez les artisans. Les PME sont satisfaites, mais les syndicats donnent de la voix. Séverine Lebrun, Christophe Vignal. Le contrat nouvelle embauche. Il prend des notes et surtout se réjouit. C'est quand même une bonne nouvelle, hein. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va mettre dedans. Pour ce représentant des petits patrons, un nouveau contrat de travail plus flexible, c'est une aubaine. Le nouveau contrat à durée indéterminée, mais avec une période d'essai rallongée pour rassurer le chef d'entreprise, une période de 2 ans, c'est quand même pas rien du tout. Je sais que ça va faire des mécontents, mais c'est de la souplesse que nous réclamions pour embaucher davantage. Plus de souplesse car pendant ces 2 ans de préavis, le patron de petite entreprise pourra licencier plus facilement. C'est bien ce que dénoncent les syndicats. C'est une brèche ouverte dans le Code du travail. Et c'est une brèche ouverte également sur le contrat à durée indéterminée. Comment voulez-vous que les employeurs disent on veut des salariés motivés qui croient à l'entreprise quand le salarié est en situation de précarité? Les leaders syndicaux s'interrogent sur la finalité de ces nouveaux contrats. Qu'est-ce que ça veut dire une période d'essai, être à l'essai pendant 2 ans, où l'employeur aura la possibilité de licencier comme il le veut, sans qu'on ait une véritable sécurité, un véritable accompagnement si le salarié est au chômage. Si on allonge dans des proportions aussi spectaculaires les périodes d'essai, on aura une proportion très très importante de salariés qui seront toujours en période d'essai. Cette mesure ne s'applique pour l'instant que dans les très petites entreprises. En contrepartie, le salarié titulaire de ce nouveau contrat sera mieux accompagné en cas de chômage. Réaction aussi du MEDEF qui juge le programme du Premier ministre, je cite, utile mais limité. Une image encore, c'est Nicolas Sarkozy qui, en tant que numéro 2 du gouvernement, a été chargé de lire le discours devant les sénateurs, pendant que Dominique de Villepin le lisait devant les députés. Et pour la petite histoire, sachez que le ministre de l'Intérieur a été plus vite. Il a mis 6 minutes de moins que le Premier ministre. Et puis ce nouveau sondage de notre partenaire Ipsos qui confirme la chute brutale de popularité de Jacques Chirac. Les jugements favorables sont passés de 47% au mois de mai à 27% en juin dans le baromètre réalisé pour Le Point. Enfin, pour clore ce chapitre, un rendez-vous sur France 2. Dominique de Villepin sera notre invité demain soir dans ce journal, au lendemain donc de cette déclaration de politique générale. L'exaspération à Chamonix. Depuis la fin de l'après-midi, plusieurs centaines de manifestants bloquent le tunnel pour protester contre l'afflux des poids lourds qui fait suite à la fermeture du tunnel du Fréjus. Ils sont peu nombreux mais déterminés. Sur place, Benoît Gadret, Thierry Monnier. Bousculade au pied du Mont Blanc. Les manifestants viennent de bloquer la route d'accès au tunnel. Les gendarmes tentent de dégager la chaussée pour laisser passer les routiers. C'est une catastrophe écologique. C'est un site exceptionnel. C'est un site qui est le 3e site naturel le plus visité au monde. 300 manifestants, des habitants de la vallée de Chamonix, mais aussi du Val d'Aoste. Les élus sont là, au milieu du sit-in. Quand il y avait le Mont Blanc, c'était un gouvernement de gauche. Aujourd'hui, on a un gouvernement de droite. Et rien ne bouge, rien ne bouge. On continue à tout mettre sur les camions. Les manifestants avaient choisi leur jour. Chaque mercredi, on enregistre ici un pic de trafic. Avec la fermeture du tunnel du Fréjus, les chiffres ont explosé. Depuis dimanche, le nombre de camions a été multiplié par 4 pour atteindre 4500 aujourd'hui. Le trafic est tel qu'il faut réguler. Les camions sont stockés 20 km avant l'entrée du tunnel. Les chauffeurs doivent patienter. Il y a longtemps qu'il devrait y avoir un 3e, voire même un 4e point de passage. Vous imaginez, si aujourd'hui il y a un accident sous le Mont Blanc, on fait quoi? Je suis dans le bouchon parce que le Fréjus a brûlé. Il a cramé, alors c'est pour ça. De toute façon, j'y passe jamais, moi. Je passais toujours ici. On était tranquille avant, on est emmerdé maintenant.
Après 2 heures de sit-in, les gendarmes ont dégagé la route d'accès au tunnel, parfois sans ménagement. Les associations locales annoncent d'ores et déjà une nouvelle manifestation plus importante à la mi-juillet. Sur la route, toujours ce drame à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Un motard de 29 ans qui conduisait sans permis ni assurance a percuté 2 jeunes femmes qui circulaient en scooter. L'une d'entre elles a dû être amputée d'une jambe. L'homme est un récidiviste. Il a déjà été condamné à de la prison pour avoir roulé à plus de 200 km/h en pleine ville. Nathalie Jourdan, Frédéric Serruli. Des traces de glissade sur 50 mètres, des débris, du sang sur les murs. La violence de l'accident a réveillé les voisins. La moto de très loin, on a entendu, mais alors, fort comme tout. Il est arrivé là, à cette hauteur, on a entendu un choc terrible. Donc mon mari a sauté la fenêtre vite, et puis il les a trouvées toutes les 2 par terre, pour cher. 2 jeunes femmes grièvement blessées, les passagères du scooter. L'une risque d'être amputée, l'autre a eu la jambe sectionnée sur le cou. Lundi soir, une grosse cylindrée roulant en sens inverse se déporte sur leur voie avant de les percuter. Son pilote vient d'être mis en examen pour blessure involontaire. La personne qui a perdu sa jambe, elle est condamnée à vie, elle. Lui, il ressortira un jour avec ses 2 jambes. Donc il ne pourra jamais réparer les dommages qu'il a causés. Et il faut qu'il ait conscience, il faut qu'il y ait un déclic chez ce monsieur. Un déclic qui tarde à venir. Le pilote avait déjà fait la une des journaux en 2002 pour un excès de vitesse record dans le tunnel de Toulon, 208 km/h au lieu des 50 autorisés. Sa condamnation à 2 ans de prison ferme devait être exemplaire. Lundi soir, il roulait encore sans permis. Il y a aussi un autre principe qui est la personnalité de la peine, qui eût été peut-être un travail d'intérêt général et de voir sur le terrain, pour ces jeunes gens qui conduisent trop vite, encore trop vite, ce qui se passe quand on roule trop vite, les conséquences. À sa sortie de l'hôpital, c'est en prison que le motard attendra les conclusions de l'enquête. Si sa responsabilité est établie, les 7 ans de peine maximale seront multipliés par 2. C'est le coût de sa récidive. Justice, le procès de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais. L'audience qui porte, vous le savez, sur la revente d'Adidas est en train de s'achever. Elle est capitale pour l'homme d'affaires qui réclame plusieurs centaines de millions d'euros à la banque et qui espère ainsi se remettre à flot. Olivier Caroff, Arnaud Wust. L'adresse n'a pas changé. La façade de l'hôtel particulier est simplement défraîchie et l'occupant des lieux un peu souffrant. C'est pour cela que Bernard Tapie n'est pas venu au palais de justice. Mais plus que jamais, il veut régler son compte au Crédit Lyonnais. Monsieur Perlevade a payé des affiches dans les journaux avec mon nom écrit sur une poubelle. Et il avait marqué à partir de maintenant, on vide les ordures. Et c'est dur, quand vous avez des gosses qui vont à l'école, que vous avez des parents, que vous voyez ça sur des publicités payées. Vous voulez effacer ça aujourd'hui? Ouais, c'est déjà en grande partie effacé, mais je veux maintenant punir ceux qui l'ont fait. Une vengeance qui a son prix, environ 1 milliard d'euros réclamés devant la cour d'appel. Ce serait le préjudice subi par le groupe Tapie lors de la vente d'Adidas en 93. Faux, répond le Crédit Lyonnais, qui a organisé la vente. Monsieur Bernard Tapie est un gestionnaire médiocre. C'est un acheteur et un vendeur remarquable, mais il est tout à fait incapable de gérer ses sociétés qu'il a toujours mis en faillite. On fera, je vous le jure, publiquement les additions. Combien a gagné le contribuable, combien j'ai gagné, combien a gagné Dreyfus, combien a gagné le Lyonnais. On vous fera ça avec la plus grande clairvoyance quand le résultat du jugement sera connu. La cour d'appel devrait rendre sa décision dans quelques semaines et ce sera la fin de 10 années de procédure. Bernard Tapie saura alors s'il peut redevenir un homme riche ou s'il reste criblé de dettes, 200 millions d'euros actuellement. Au procès des marchés publics d'Île-de-France, c'est l'heure des réquisitions et le procureur s'est montré implacable. Il a dénoncé une corruption institutionnalisée. Il réclame 1 an de prison ferme contre l'ancien président du conseil régional, Michel Giraud, et 4 ans avec sursis contre Michel Roussin, l'ex-directeur de cabinet de Jacques Chirac. Dominique Verdaillan, Patrice Brugère. Silencieux Michel Roussin. C'est d'ailleurs ainsi que le procureur le dépeint. Un majordome à la bouche cousue de fil blanc. Il y a des silences d'honneur, dit le procureur, qui s'interroge. Agissait-il en service commandé? Le magistrat ne répond pas, mais tout le monde a compris l'allusion. 4 ans sursis requis, plus inéligibilité. 1 an ferme, 3 ans sursis pour Michel Giraud. Je cite, il avait les pleins pouvoirs à la région, il a perpétré les pratiques de son prédécesseur. 2 ans sursis requis contre Louise-Yvonne Casetta. Elle agissait sur ordre, sur instruction, reconnaît le procureur, sans en dire plus. 3 ans requis contre Gérard Longuet, seul président de parti à être jugé. Enfin, pour son emploi fictif supposé, le médaillé Guy Dru se fait épingler 18 mois avec sursis requis.
Le jugement ne sera sans doute pas connu avant le mois de septembre. Les prévenus vont donc vivre d'ici là avec ces 8 heures de réquisition qui sont déjà un jugement moral principalement à l'intention des hommes politiques. Certes, il y a des chaises vides, il y a des absents, reconnaît le procureur. Mais pour lui, ce dossier est l'histoire d'un échec dont la démocratie en est sortie meurtrie. Un pas peut-être décisif dans la marche de la justice contre les auteurs présumés de la vague d'attentats de 1995 en France qui avait fait 8 morts. Londres vient de donner son feu vert à l'extradition de celui qui est considéré comme le financier du réseau, Rachid Ramda. Cela fait 9 ans que la France attendait cela. L'accusé a usé d'une toute dernière possibilité d'appel. Amaury Guibert, Alain Locasio. Rachid Ramda peut être jugé en France après 10 ans passés dans cette prison de haute sécurité britannique. L'islamiste algérien est réclamé par la justice française qui le considère comme le financier de la vague d'attentats à Paris en 1995. Une première bombe qui explose dans le RER station Saint-Michel, puis d'autres près de l'Arc de Triomphe au métro Maison-Blanche ou ici, au musée d'Orsay. En tout, 8 morts et 168 blessés, le principal suspect qui n'a toujours pas été jugé. Mais après des années d'attente, les familles de victimes préfèrent rester prudentes. Ça fait plusieurs fois que le gouvernement britannique annonce son extradition. C'est un petit peu jouer avec les nerfs des victimes que d'annoncer de tels événements s'ils ne sont pas suivis des faits. Car en 10 ans d'un long feuilleton judiciaire, les tribunaux britanniques se sont plusieurs fois opposés au gouvernement de Londres. Ainsi, en 2002, la Haute Cour refuse l'extradition de Rachid Ramda. Motif, il risque en France un traitement inhumain et dégradant. Sur le fond, le dossier est pourtant solide. On sait ainsi que Rachid Ramda a envoyé de l'argent à Boualem Ben Saïd, l'un des poseurs de bombes. À son domicile, les enquêteurs britanniques ont aussi retrouvé des documents du groupe islamique armé algérien qui a revendiqué la vague d'attentats. De sa prison, Rachid Ramda a maintenant une dernière possibilité d'échapper à son extradition. Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel devant la Haute Cour. Une image de l'hommage national de la France aux 100 000 soldats morts en Indochine. La ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, participait à cette cérémonie dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. C'est la première du genre et cet hommage aura lieu désormais chaque année à cette même date. Michèle Alliot-Marie qui a rappelé que le sacrifice fut immense, les soldats étaient jeunes, ils sont morts au détour d'une piste ou dans la boue d'une rizière, a-t-elle poursuivi. Sur 40 000 prisonniers, 30 000 ne sont jamais revenus. Au Chili, Augusto Pinochet échappe aux poursuites pour les crimes commis dans le cadre du plan Condor qui visait à éliminer les opposants dans les années 70 et 80. La Cour d'appel de Santiago a invoqué la mauvaise santé de l'ancien dictateur âgé aujourd'hui de 89 ans. En revanche, il devrait bien être jugé pour fraude fiscale et corruption. Et puis toujours en Amérique du Sud, la Bolivie est au bord de l'explosion. C'est ce qu'on appelle là-bas la guerre du gaz. Dans ce pays le plus pauvre du continent, grand comme 2 fois la France et peuplé de 9 millions d'habitants, les manifestants bloquent les accès à la plus grande ville, La Paz, depuis 2 semaines maintenant. Ils réclament la nationalisation des ressources de gaz naturel, première richesse du pays et qui est aux mains de grands groupes étrangers. Le président bolivien vient de remettre sa démission. Jean-Marc Ilouz. Si depuis 3 semaines, les manifestations comme celle-ci sont quasi quotidiennes en Bolivie, c'est parce que depuis 20 ans, le 2e pays pétrolier d'Amérique latine reste aussi le plus pauvre. Et ces jours-ci, dans les rues, défilent les représentants de la majorité indienne et métisse et responsables des divers gauches politiques ou syndicales. Des slogans en appelant au peuple uni contre le grand capital et un objectif, la nationalisation du pétrole aux mains de compagnies étrangères, brésiliennes, espagnoles ou françaises. Espérons que le Parlement se rangera du côté du peuple et non des multinationales qui le manipulent. Pourtant, ni l'alourdissement de la taxation des compagnies pétrolières votée par les parlementaires, ni même la démission volontaire du président Messa, un intellectuel sans base politique, n'auront suffi à calmer cette vague de colère populaire. La seule porte de sortie pour la Bolivie, c'est de nouvelles élections immédiates. Et le président Messa de mettre en garde toutes les parties contre les risques de guerre civile. Barricades dressées par les manifestants ou barrages de l'armée dans certains quartiers de La Paz, il faut parfois faire la queue pour un quignon de pain. En 2003, des manifestations semblables pour une plus juste répartition du gâteau pétrolier avaient fait chuter le président au prix d'une centaine de morts.
Et si le gaz est au cœur des affrontements en Bolivie, le pétrole reste la cible des insurgés en Irak. Ce pipeline qui assure les exportations vers la Turquie, via la Turquie, a été attaqué et incendié aujourd'hui dans le nord du pays. Par ailleurs, une série d'attaques et un attentat à la voiture piégée ont fait 14 morts au total aujourd'hui. Et puis ce rappel quotidien, notre consoeur Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 154 jours maintenant. La Grande-Bretagne envisage les grands moyens pour lutter contre l'augmentation du trafic automobile et donc de la pollution. Le gouvernement veut faire payer aux conducteurs une taxe sur chaque kilomètre parcouru sur les routes du pays. Il utiliserait pour cela les satellites et les nouvelles technologies. Il est question de 2 centimes d'euros par kilomètre, un plan qui a soulevé un tollé sur place. Claude Sampère, Dominique Marotel. Voici la dernière idée du gouvernement britannique pour lutter contre les embouteillages. Faire payer une taxe à tous les conducteurs quand ils utilisent leur voiture. Un projet révolutionnaire unique au monde. Les tarifs, 2 centimes d'euros par kilomètre sur une petite route de campagne, 1,20 € par kilomètre sur une rue très fréquentée à une heure de pointe. Chaque voiture serait équipée d'une boîte noire et tous les trajets, de jour comme de nuit, seraient enregistrés par un satellite. C'est de la bêtise, c'est du vol. Ils nous prennent déjà tellement d'argent de taxes, plus les assurances. C'est complètement idiot. On ne peut pas payer plus que maintenant. Les prix, c'est extravagant. Seuls les riches pourront payer. C'est pas équitable. Depuis 2 ans, au centre de Londres, chaque conducteur paye déjà une taxe de 8 € pour circuler. C'est ce système qui inspire aujourd'hui le nouveau projet du gouvernement. Dans le petit village de Waltham, au nord de Londres, on a vite fait les comptes. 1 € pour aller à Londres par les petites routes, 6-7 € par la nationale à une heure de pointe. Moi, je suis méfiant envers le gouvernement. Je pense qu'il cherche simplement une nouvelle manière de gagner de l'argent. Moi, je paye déjà 200 € de charge chaque année pour ma voiture. Pourquoi je devrais payer encore ? Face aux critiques, le gouvernement britannique est bien décidé à prendre son temps. Le projet sera d'abord testé dans une grande ville et c'est seulement dans 10 ou 15 ans que le système pourrait être appliqué dans tout le pays. Toujours à propos de circulation, mais en France, cette fois, cette histoire qui s'est bien terminée à Bourges. Une fillette de 3 ans a été embarquée par un voleur de voiture en même temps que le véhicule. Elle se trouvait sur le siège arrière. Ses parents ont pu la retrouver grâce à un téléphone portable. Paul de Genève, François Privat. Aujourd'hui, elle tient bien serré sa fille de 3 ans et demi. Mais lundi soir, devant ce distributeur de vidéos, elle la laisse quelques secondes dans sa voiture, à peine le temps de souffler le titre d'un film à son mari, mais le moteur est resté allumé. On n'a pas eu le temps de se retourner, quelqu'un était monté dedans, était parti, a mangé l'accotement au milieu de la route, est parti à toute vitesse. On a essayé et là tout s'est écroulé. Le voleur disparaît avec Mathéa, il est 22 h. Un automobiliste conduit les parents au commissariat de Bourges. Le père a alors l'idée d'appeler son propre téléphone mobile resté dans la voiture. Et c'est sa fille qui répond. Elle dit qu'elle est seule et explique ce qu'elle voit autour d'elle. Elle a décrit l'endroit, elle a décrit qu'elle avait une voiture rouge à côté d'elle, une voiture blanche à côté d'elle aussi. Mais pour les enquêteurs, ça ne suffit pas. Ils demandent alors l'aide de l'opérateur de téléphonie mobile. Les techniciens appellent le téléphone qu'utilise Mathéa, ici à gauche en vert. Celui-ci envoie des comptes rendus d'appels qui indiquent précisément à partir de quelle borne émet le téléphone. Les opérateurs procèdent ainsi à des centaines de localisations par mois. Il y a à la fois des réquisitions judiciaires quand nous sommes au service de la justice, et puis il y a aussi des accidents de montagne, des accidents de voiture, donc des gens qui se perdent donc en mer par exemple et qui demandent qu'on vienne les secourir. Pour Mathéa, tout se termine bien. Quant au voleur, il reste pour l'instant introuvable. Les derniers préparatifs du bac, pour beaucoup d'entre nous, ce sont des souvenirs mélangés. Ce soir, pour les élèves de terminale, c'est l'heure des dernières révisions ou au contraire de quelques moments de détente. C'est d'ailleurs ce que conseillent les spécialistes. Nabila Tabouri, Mathieu Drejoux. Le pas est décidé, la mission importante, faire la chasse aux antisèches. Vous regardez bien surtout le dessous des palettes, il faut monter là-haut. Tout est vérifié, inspecté, rien n'est laissé au hasard, car en matière de fraude, le candidat au bac, c'est être ingénieux. L'année dernière, nous avons trouvé un manuel d'histoire-géographie juste là-au-dessus. Voilà. Mais il n'a pas pu s'en servir parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque fois qu'ils sortent d'une salle et qu'ils vont aux toilettes, ils sont suivis par un surveillant qui se trouve dans les couloirs ici.
Idem pour les salles d'examen. Des rangées largement espacées et pour les brouillons des feuilles de couleurs différentes, histoire d'éviter la triche. Reste à soigner l'accueil. L'importance de l'accueil, l'importance même du sourire qu'on peut avoir, de la gentillesse, du mot gentil qu'on peut avoir pour décontracter les bras, c'est très important. Dans ce coffre-fort, des documents qui valent de l'or, les sujets. Le proviseur a une clé, son adjointe aussi. C'est une mesure de sécurité parce qu'on ne sait jamais le jour de l'examen, enfin le matin des épreuves, si l'un des deux est malade, il faut que l'autre puisse pallier. Au même moment, Dorian, élève en terminale littéraire, révise avec son camarade Eudes. La philo n'est pas son fort et il le sait. Et si je tombe par exemple sur le travail ou la technique, c'est vrai que je m'en sortirai moins bien que si je tombe sur l'art. L'art lui fera peut-être décrocher son bac. En attendant, la musique l'aide à se détendre. Et il faut savoir que l'an dernier, 182 cas de tricherie et de fraude ont été découverts et sanctionnés par l'Éducation nationale. Le chiffre est à peu près stable depuis plusieurs années. La punition est variable. Cela va de l'annulation du diplôme à 5 ans d'interdiction totale de passer des examens d'État. Dossier signé Stéphanie Davoigneau, Bruno Martin. De face, un élève appliqué. De dos, un tricheur. Son bac, Laurent reconnaît l'avoir obtenu il y a 10 ans grâce à ce stylo 4 couleurs. Quand vous écrivez, il suffit juste de sortir la première partie et de le faire tourner dans votre main. À l'intérieur, définition ou théorème en fonction des matières. Un travail minutieux pour une activité illégale que cet ancien lycéen pratiquait avec assiduité. C'était mon petit travail du dimanche soir, c'était je vais faire une pompe et qui marche quoi. Et je croyais toujours en ma pompe quoi. Je ne doutais jamais quoi et je savais que ça fonctionnerait. C'est une sorte de paresse par rapport à vos cours? Ah oui. Laurent a transformé sa trousse en caverne d'Ali Baba du tricheur. Gomme, cutter, équerre, tout est potentiellement trucable. Aujourd'hui, il est employé dans l'industrie pharmaceutique. Aucun regret. Mais vous êtes un imposteur pour le bac. Pour moi, c'était la réussite. La méthode, c'était pas un problème, quoi. Quelle valeur a un bac où on a triché pour vous? Je me suis jamais posé la question, quoi. Pourtant, voilà ce que risquait Laurent. Évidemment, l'annulation de l'épreuve ou de l'examen, mais surtout jusqu'à 5 ans d'interdiction de passer tout examen universitaire ou administratif. Qu'importe le risque, Laurent est toujours aussi fier de présenter son site internet spécial anti-sèche qui propose même des conseils psychologiques pour ne pas paraître stressé. Et il n'est pas seul. Des sites de ce genre envahissent la toile depuis des années. La justice ne s'est jamais penchée sur la question. À côté des traditionnels anti-sèche apparaissent les nouvelles technologies. En région parisienne, 55 fraudes concernaient l'utilisation de documents personnels, 8 les téléphones portables, 6 l'échange de brouillons entre candidats. Pourtant, le jour de l'examen, les consignes sont claires. Vous déposez tous vos sacs devant au bureau. Les téléphones portables sont interdits. Téléphones portables qui permettent de communiquer avec l'extérieur, mais aussi de stocker des informations sous forme de SMS. Et comme ils sont de plus en plus miniaturisés, ils sont de moins en moins repérables. On ne fouille pas les élèves, mais on peut toujours leur demander, si on a un soupçon, de nous assurer qu'ils n'ont aucun instrument et le vérifier. En 2004, sur 500 000 candidats, seuls 182 ont été sanctionnés pour fraude. Mais combien de tricheurs n'ont pas été repérés? La santé avec cette étude nationale sur l'obésité en France, on l'évoquait dès hier, une étude qui fait le point aussi sur les techniques utilisées, les dernières techniques en vogue, l'anneau gastrique ou d'autres méthodes similaires pour rétrécir le volume de l'estomac. Isabelle Quintard, Rémi Poissonnier. Diego Maradona a pesé jusqu'à 120 kg pour 1,68 m. Et voilà le résultat. Avant, après. Il a perdu 33 kg grâce à une opération chirurgicale où on lui a agrafé l'estomac et fixé dessus une partie de l'intestin grêle. Et il n'est pas le seul à faire appel au bistouri pour des kilos en trop. Anne-Sophie Joly, il y a 5 ans, pesait 143 kg. 3 ans plus tard, elle en a perdu 45 et la voilà aujourd'hui avec 60 kg en moins. Comment? Grâce à un anneau gastrique qu'elle compte bien garder toute sa vie. Nous, l'obésité, on l'a eu, on ne veut plus jamais revivre ça. Donc c'est un risque que moi je ne prendrais pas.
L'anneau divise l'estomac en 2 poches, dont une beaucoup plus petite que l'autre. Celle-ci va être remplie par la nourriture et va stopper très vite la sensation de faim. Selon une étude de l'assurance maladie, grâce à cet anneau, la perte de poids est de 26 kg en moyenne. En revanche, toujours selon l'enquête, le suivi médical laisse à désirer. Seuls 4% des patients interrogés sont suivis par plusieurs spécialistes. La plupart du temps, le chirurgien est là, mais il ne peut tout assumer. Il peut opérer, il peut préparer, il peut aider à la surveillance, mais il ne peut pas travailler tout seul. Il doit au minimum s'entourer d'une diététicienne ou d'un médecin nutritionniste, et d'un psychologue ou d'un psychiatre. À 93%, les patients se disent satisfaits, comme Anne-Sophie Joly. Mais la bataille n'est pas terminée. Il lui reste encore 5 kilos à perdre, selon elle, pour avoir demain la silhouette idéale. L'environnement, 500 000 € d'amende et de la prison avec sursis pour pollution en mer. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un cargo, mais un navire de la compagnie Corsica Ferries qui faisait la liaison Bastia-Nice. L'an dernier, il avait été surpris au large du Cap Corse avec une nappe d'hydrocarbures de 22 km dans son sillage. Jugement donc aujourd'hui du tribunal de Marseille. 6 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende pour le capitaine, et donc une amende de 490 000 € pour l'armateur italien. On reste sur l'eau avec la journée internationale des océans. Il s'agit de sensibiliser l'opinion. La mer est la source de la vie et elle occupe plus de 70% de la surface de la Terre. Elle reste pourtant très mal connue. Marie-Pierre Samiti. Les océans couvrent les 2 tiers de la planète et sont encore source de mystères, notamment dans les grandes profondeurs. Là, par 2000 à 3000 mètres de fond, se dressent des chaînes de montagnes volcaniques qui crachent des eaux noires chargées de plomb, de zinc, de mercure. Dans ce voisinage s'adaptent des colonies de vers géants, des poulpes et des gorgones aux formes étonnantes. Des espèces comme celle-ci, les scientifiques en découvrent en moyenne 35 par semaine. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 10 millions d'espèces dans l'océan et on pense en connaître à peu près 5%. Un monde d'une richesse inestimable, mais aussi un monde décimé par la pêche industrielle pratiquée depuis 50 ans. Une pêche si intensive qu'en 15 ans, les océans ont perdu 50 à 90% de leurs plus grands poissons. Par exemple, victime de la surpêche, la morue a totalement disparu au Canada. L'autre danger, le réchauffement climatique. Certaines espèces migrent vers des eaux plus froides. Autant de questions abordées aujourd'hui, par exemple, au musée océanographique de Monaco, par un jeune public attentif. Les gens sont concernés et ont envie de faire quelque chose. Donc cette journée mondiale, c'est aussi l'occasion d'expliquer aux citoyens ce qu'ils peuvent faire tous les jours. Les enfants doivent le savoir pour l'avenir, 80% de la pollution des océans vient de la Terre. Et cette pollution ne fait qu'empirer. Cette journée mondiale de l'océan est l'occasion de le rappeler. Les caprices du climat avec cette vague de froid dans le centre et le sud de l'Europe. Il a neigé en Bosnie, près de la côte adriatique, pour la première fois cette saison depuis 40 ans. De la neige également, vous le voyez, en moyenne montagne, en Autriche, près de Salzbourg, où il a fallu fermer les routes. Et puis à noter aussi que dans l'est de la France, en Lorraine, on a battu ce matin des records de froid pour un mois de juin. À Autonville, très exactement en Moselle, il a fait à peine plus de 0 degré ce matin, au lever du jour. Amélie Poulain, vous vous souvenez bien entendu du film, vous vous souvenez peut-être aussi de la musique, la bande originale. Elle était signée Yann Tiersen. Le succès l'a rendu célèbre. Aujourd'hui, il revient avec un nouvel album. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Un bout de terre à l'ouest de Brest, l'île d'Ouessant. Le refuge où Yann Tiersen s'est retiré pour composer cette musique. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant sa musique a fait le tour du monde. En 2002, Yann Tiersen obtient une victoire de la musique sous l'œil malicieux d'Audrey Tautou. Un fabuleux succès, le fabuleux destin de Yann Tiersen, qui composa la bande originale d'Amélie Poulain, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Moi j'aime bien le cinéma, par contre j'ai le poids d'être obligé de faire quelque chose parce que sinon je fais foirer le film, donc c'est une pression en plus et moi je vis pas ça super bien. Yann Tiersen a donc repris sa liberté. Pendant plusieurs mois, il a travaillé dans sa maison sur son île. Il joue du piano, du violon, de l'accordéon, de la guitare. Yann Tiersen est un orchestre à lui seul, qui aime composer loin du tumulte.
l'insularité, ouais, il y a comme il y a la mer qui fait écran, donc c'est une protection un peu contre le monde extérieur, quoi. Mais donc je suis plus au calme et j'arrive mieux à travailler. Parce que le cinéma s'empara de sa musique, Yann Tiersen connut le succès. Lui se contente de poursuivre son chemin atypique dans la chanson. La disparition d'Anne Bancroft, alias Mrs. Robinson, l'actrice américaine avait été rendue célèbre par son rôle dans Le Lauréat aux côtés de Dustin Hoffman, un film là aussi rendu populaire par la chanson de Simon et Garfunkel. Anne Bancroft s'est éteinte à New York des suites d'un cancer. Elle avait 73 ans. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 21h, 2 nouveaux épisodes de FBI portés disparus. 1h-5, dernier journal Laurence Piquet. 1h15, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra François Bayrou. On se quitte sur ces images de la première planisphère qui mentionne l'Amérique. Le document date du XVIe siècle, une feuille de 18 cm de haut découpée en panneau ovale. Document vendu aujourd'hui aux enchères à Londres et adjugé plus de 810 000 € en moins d'une minute. L'acheteur est resté anonyme. À demain. Votre soirée.